Salut tout le monde, c'est Maryl et re-bienvenue au Balado Franchement. Cette semaine, j'ai eu l'incroyable chance de jaser de sorcellerie, d'ésotérisme, de spiritualité, d'astrologie avec la talentueuse et fabuleuse Vanessa DL. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais hâte, que je voulais en fait la recevoir au balado. Donc, ça a vraiment été un bel honneur pour moi de pouvoir discuter avec elle pendant un peu plus d'une heure. Ensemble, on a jasé de plein de choses, entre autres d'astrologie. Justement, elle m'a expliqué aussi comment on faisait ça. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait avec un astrologue? Est-ce qu'on fait faire une carte du ciel ou y a-t-il des prédictions qui rentrent en ligne de compte? On a également parlé de tarot. Puis ensuite, la conversation a un petit peu enchaîné. Puis on a parlé des fameuses personnes là, qui se prétendent gourous. Ça a été vraiment intéressant comme sujet, surtout que c'est tellement un sujet qui est abstrait, la spiritualité, que je pense que cette discussion-là va pouvoir en éclairer plusieurs justement sur le sujet. Donc, voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse vraiment l'occasion de découvrir l'épisode et Vanessa pour ceux et celles qui ne savent pas c'est qui. Puis j'espère que vous allez aimer l'épisode autant que moi parce que j'ai vraiment passé une super belle heure en compagnie de Vanessa DL. Bonne écoute! Vanessa, bienvenue au Balado Franchement. Ben merci de m'accueillir. Je suis tellement contente, je le répète encore une fois, mais pour vrai, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Ben ça fait vraiment longtemps que je te suis sur les réseaux ou je te vois passer dans les For You page de ce monde là, puis j'adore ta personne, j'adore ton sujet. En tout cas, je t'envoie des petites fleurs un petit gentil, peu, mais merci. Je vais les capter. Je les accueille et j'apprécie beaucoup. Pour les personnes qui te connaissent peut-être pas, qui se demandent de quel sujet on parle, ça va être écrit évidemment dans le titre de l'épisode. Mais aujourd'hui, on parle d'astrologie, d'ésotérisme, de spiritualité, parce que c'est un peu ça que tu fais dans la vie, là. Oui, c'est vraiment ça. C'est mon sujet d'expertise, astrologie, tarot, rituel, spiritualité, name it. Le spectre est large quand même. Comment tu fais pour, j'imagine ça doit être un peu flou pour un peu madame, tu sais, monsieur, madame, tout le monde. Absolument. De décrire ton métier. Tu fais ça comment? Je te dirais que ça dépend des contextes dans lesquels je me trouve. Okay. Ça a vraiment été un enjeu pour moi, un struggle de comme quand on me demande, mettons dans un party, toi qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est tout le temps une question qui me stresse parce que c'est pas toujours bien reçu non plus. Fait que je pense que le mot qui englobe le mieux ce que je fais, c'est sorcière. Mais j'ai réalisé qu'il y a certains contextes où est-ce que c'est plus touché d'utiliser ce mot-là. Il y a un bagage qui vient avec ce mot-là aussi. Fait que surtout quand tu es en voyage, quand tu es dans des cultures qui sont différentes, il y a quand même une charge aussi qui peut être différente à ça. Puis je pense que le meilleur truc qu'on m'a donné, c'est au lieu de donner un titre à ce que je fais, d'expliquer qu'est-ce que je fais. Fait que c'est comme j'enseigne la méditation, l'enracinement, la spiritualité basée sur la nature, les cycles, comme une spiritualité basée sur les cycles, etc. Fait que comme ça l'explique un peu mieux sans mettre un terme, puis c'est ça, de donner aussi peut-être des idées qui sont fausses. Tu sais, le mot sorcière est justement tellement chargé que les gens s'imaginent que j'ai peut-être signé un pacte avec le diable, que je mange des enfants pour souper et que, tu sais, puis il y a aussi un esthétisme qui vient avec la chose, tu sais. Fait que souvent, quand on me voit, les gens sont comme « Ah, mais pourtant, t'as pas l'air d'une sorcière. » Tu sais, on s'imagine la femme vieillissante qui est peut-être un petit peu perchée, qui a l'air un peu weird aussi, puis j'ai l'air assez basic, fait que... Puis tu sais, le classique, une sorcière, on l'associe à quelqu'un qui est méchant, tu sais. Aussi. Puis je veux dire, tu me sembles toute sauf être méchante. Non, là, je pense pas. On a tout un côté d'ombre et de lumière, évidemment, mais non, c'est ça, je pense qu'en fait, de par le fait que la sorcière a tellement été démonisée à travers les contes, les légendes, puis en fait, c'est la femme vieillissante, seule, indépendante qu'on a démonisée aussi, là. Je pense qu'à cause de ça, on a une image un peu sombre de la sorcière, mais c'est un terme et un personnage à réclamer, je Absolument. pense. Puis on dirait que je trouve ça le fun parce que le balado s'appelle Franchement. C'est un peu ça que j'essaie de faire avec mes invités. J'aborde plein de sujets différents pour essayer d'en parler avec franchise, puis on se dit les vraies affaires. Puis je trouve qu'on rentre directement dans le sujet. Mais c'est ça qui arrive, hein? C'est ça qui arrive avec du monde comme toi puis moi. Je pense qu'on rentre direct dedans. Ben c'est ça qu'il faut. Ben après, c'est le fun, tu sais. Oui, c'est ça. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de très intriguant dans qu'on appelle ça sorcière ou pas, là. Tu sais, il y a quelque chose de très intriguant
intriguant dans ton métier, dans ton domaine, dans ton sujet. Comment ça a commencé? Tu sais, dis-moi, est-ce qu'on se réveille un matin puis on est comme, hey, moi, aujourd'hui, je décide d'apprendre le tarot. Comment ça se passe? Ben un peu, je pense. Ouais. Tu sais, je crois que ça a quand même des racines un petit peu plus profondes dans le sens où moi, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'avais vraiment une attirance de base pour la spiritualité. Okay. Je demandais à des membres de ma famille de m'amener à l'église. J'étais vraiment comme curieuse. J'avais envie de goûter à ça, de comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis à l'église, j'étais un petit peu tourmentée par les images que je voyais sur les murs. Tu sais, c'était des églises plus catholiques, évangélistes. Fait que c'était, tu sais, souvent Jésus sur la croix. Tu sais, c'était dark. Puis je trouve que ça crée beaucoup de culpabilité aussi. Tu sais, ça mise un petit peu là-dessus. Fait que je raisonnais moins avec ça, mais j'aimais ça allumer un lampion pour mon arrière-grand-mère qui était décédée. Tu sais, fait que les gestes rituels, pour moi, résonnaient beaucoup. Puis plus jeune enfant, après ça, j'ai découvert un peu la magie. Je sais pas comment j'ai découvert ça. Je pense que c'est à travers Harry Potter, genre que je me suis mis à m'intéresser à, bon, est-ce que la magie existe? Fait que là, j'allais sur Internet ou encore j'achetais des livres chez Archambault. Puis dans le temps, c'était comme, il y avait juste un monsieur au Québec qui écrivait des livres sur la sorcellerie, là. Puis c'est ces livres à lui que j'achetais. Puis j'avais comme une boîte avec plein d'objets magiques, un atame qui est comme un couteau. Oui, mes parents me permettaient d'avoir ça. On dirait que je le dis, puis je suis comme, ah, weird. Mais bon, j'avais ça. J'avais comme, tu sais, des bougies, de l'encens, tu sais, comme tous les petits objets de base. Puis je me faisais des autels, puis des rituels. Puis quand je vivais des choses difficiles sur lesquelles j'avais l'impression de ne pas avoir de pouvoir ou de contrôle, ben je canalisais ça à travers des rituels qui m'empuissançaient, tu sais, qui me donnaient l'impression de pouvoir trouver un certain réconfort ou de pouvoir orienter l'énergie dans une certaine direction, on va dire. Comme je me souviens d'avoir fait des rituels pour que mes parents redeviennent amis, tu sais, qu'ils s'entendent bien. Tu sais, des choses comme ça, là. Fait que ça m'a beaucoup aidé durant ces années-là. J'avais aussi des arbres à qui je parlais. Tu sais, c'était dans mon imaginaire d'enfant, mais il y avait quand même à ça une source qui était très spirituelle, qui je pense qui est très humaine aussi, très naturelle et normale pour les humains de chercher du sens à travers ça. Puis c'est à l'université, pendant mes études, que c'est comme revenu à l'avant-plan un peu avec l'astrologie. Ça a vraiment piqué ma curiosité. Même chose pour le tarot. Ma mère me donnait son jeu de tarot de Marseille à l'époque. Puis j'ai commencé à regarder les cartes, puis je suis tombée sur la carte de l'étoile, puis ça l'a comme... Je sais pas, il y a quelque chose qui a déclenché en moi. Il y a eu comme un déclic. Puis je me suis mis à étudier les deux en tandem, astrologie, tarot. Puis à partir de là, the rest is history, comme ils disent. C'est tellement hot. Puis on dirait, je me dis, les gens qui nous écoutent, puis peut-être qu'ils ont justement un intérêt, ça a piqué leur curiosité, ben on n'a comme pas besoin de dire « Ah, ça te prend un don ». Tu sais, on entend souvent ces affaires-là. Là. Ouais. Puis après, tu me diras si je me trompe, mais si je me trompe pas, t'es pas médium, non. T'es pas... Fait qu'on n'est pas dans l'affaire de don, de clairvoyance à un point... Non, c'est vraiment à défaire comme mythe, je pense, ou de penser qu'il faut que ça soit transmis de génération en génération, tu sais, des trucs comme ça. Ou même le tarot, il y a un mythe qui dit qu'on devrait se faire offrir notre premier jeu de tarot. Ah ouais? Même si mon premier m'a été offert, moi, je pense pas que c'est vrai. Je pense que en fait, c'est que j'ai quelque chose contre l'idée qu'il y a un intermédiaire entre soi et sa spiritualité. Qu'il y a comme un blocage ou quelque chose qu'on doit attendre. C'est comme, non, c'est quelque chose qui t'appartient. C'est quelque chose que tu peux réclamer, que tu peux prendre en charge, puis t'as pas besoin d'attendre quelqu'un ou quelque chose. Je pense que c'est très judéo-chrétien, tu sais, l'idée d'avoir un intermédiaire qui te dit comment vivre ta spiritualité. Puis évidemment, c'est correct d'avoir des guides, puis des mentors et tout ça, mais je pense qu'on a le droit de le prendre en charge. C'est quelque chose qui nous revient. Ben, c'est comme si automatiquement, dans la spiritualité, on pense à connexion. On dirait que c'est le mot qui m'est venu en tête. Puis là, s'il y a un intermédiaire, ça brime un peu cette connexion-là aussi, de base. Mais pour revenir à ce que tu dis, en fait, sur l'idée de don, de voyance et tout ça, je pense que tout le monde a un niveau de sensibilité qui peut être différent. Je me considère une personne hyper sensible. Puis je parle pas juste genre d'émotionnalité, là. Tu sais, pas juste comme « Ah, je pleure souvent ». Tout ça, c'est au niveau de ma perception, de même mes sens comme mon odorat, mon ouïe, tout est souvent très amplifié. Puis je pense que les gens qui sont médiums, c'est comme leur sixième sens qui est peut-être
plus amplifié que d'autres personnes. Je pense qu'on a tout ce sens-là, puis c'est à nous d'essayer de connecter avec, de voir si on peut pas amplifier ou, j'ai pas envie de dire amplifier, mais laisser plus d'espace à l'intuition puis à la perception de peut-être certaines énergies invisibles, on va dire. Mais comment on peut faire ça? Il y a plein de manières de le faire. Moi, si j'ai un conseil à donner très tangible pour les gens, c'est de délaisser un peu les écrans. Ah, Moi, ouais? j'ai le feeling que les écrans, comme en fait, c'est d'avoir des stimuli constants. L'absence de vide dans nos esprits, dans notre mental, fait en sorte qu'on est déconnecté de notre petite voix intérieure. Il y a toujours une interférence, il y a toujours un message, que ça soit quand on est sur les réseaux sociaux puis on scrolle à l'infini, là. C'est comme on laisse pas de break à notre cerveau. Fait que comment est-ce qu'on peut avoir l'espace pour laisser les messages atterrir si on est tout le temps en train de surcharger nos cerveaux? C'est tellement bon, là! Puis c'est tellement de base, puis moi, je le remarque, là, tu sais, je suis pas plus catholique que le pape, là, dans le sens où quand je suis sur les réseaux sociaux, fait que ça m'arrive des fois là, d'être ben trop là-dessus, puis je regarde mon temps moyenne d'écran, puis je me dis, hey, ça n'a pas de maudite allure. Puis les moments où est-ce que vraiment je déconnecte, c'est fou comment je me sens connectée à moi-même, en fait, beaucoup plus. T'entends plus, j'imagine, Oui. ben, comme tu disais, tu les appelles les messages. Ben, tu sais, c'est des messages, des ressentis, juste un feeling d'être dans ses souliers. Ouais. Tu sais, je sais pas, énergétiquement dans ses souliers, si je peux dire. Tu sais, c'est comme notre conscience, notre attention n'est pas portée à l'extérieur de nous, est vraiment déposée à l'intérieur de nous. Fait que ça fait qu'on existe dans le monde différemment dans des moments comme ça. Puis c'est un peu perturbant pour moi. C'est une pensée que j'ai beaucoup en ce moment, de voir comment en étant tellement dans nos écrans, tellement connectés à la technologie, puis j'ai rien contre la technologie en passant, là, mais on est tellement connectés à ça c'est comme si ça nous rend robotique, ça nous rend machinal, puis on a de la misère à reconnecter à ce qui nous rend profondément humains, tu sais, nos cycles naturels, notre intuition, notre instinct, la connexion à la terre. Il y a tellement, je trouve, un processus de retour à soi, puis j'ai envie de dire de retour en arrière, je pense qui est important, du moins pour les gens qui veulent être connectés à eux-mêmes puis à leur intuition. Ben, c'est grâce un peu à la méditation qu'on peut aussi y aller. 100%. Tu mentionnais justement que tu donnes des cours de méditation. Fait que ça, j'imagine, ça nous permet de se recentrer puis de vraiment plus se connaître. Ben, se connaître ou juste comme avoir réaliser en fait que notre mental, dans le tarot, tout ce qui est mental est associé aux épées. Okay? Parce qu'il y a des épées dans le tarot. Donc, je le dis parce que je trouve que c'est une bonne image d'associer en fait le mental aux épées, parce que c'est un outil qui peut être super utile, qui peut nous défendre, qui peut nous aider, qui peut forger notre avenir en quelque sorte, mais ça peut aussi nous blesser. Fait que quand on médite, on apprend à utiliser cet outil-là, puis à réaliser qu'on a un certain contrôle sur notre mental, avec certaines limites, évidemment, là, quand on a de l'anxiété et tout ça, des fois, on a besoin de plus d'aide, mais on est capable de, par exemple, entraîner notre mental à rester focus sur une seule chose. Ouais. Au lieu de laisser une débandade, tu sais, que notre mental s'en va partout, puis ça saute d'une affaire à l'autre, puis il faut tout le temps qu'on soit attaché à une vidéo, qu'on regarde. Tu sais, il y a combien de personnes qui font à manger en écoutant Netflix, qui font le ménage en écoutant des podcasts, puis on s'entend, c'est bien les podcasts, écoutez les podcasts. Mais quand même, le vide est super important pour calmer notre mental, puis lui laisser un petit peu d'air pour sa santé. Mais vu qu'on est de plus en plus dans justement cette ère numérique-là, est-ce que puis là, c'est peut-être des gros mots, là, mais est-ce que tu ressens qu'il y a encore moins de personnes, justement, qui font un retour aux sources, qui se connectent avec leur instinct, qui écoutent leur petite voix intérieure, qui sont vraiment plus, justement, dans la spiritualité? Ou ça n'a pas vraiment rapport? Non, je pense qu'en fait, ça a comme un effet de retour du balancier, où est-ce que je pense qu'il y a beaucoup du mal-être que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui qui prennent racine dans cette déconnexion-là à soi, au monde, puis j'ai envie de dire à la communauté aussi, parce que ça vient avec un petit peu, là. Parce que quand on n'est pas sur nos écrans puis qu'on prend du temps pour soi, ben on a plus le réflexe de vouloir connecter les uns aux autres, de vouloir discuter puis être en résonance les uns avec les autres. Fait que je pense que dans le mal-être que beaucoup de gens vivent en ce moment, le réflexe, c'est de faire, ben
c'est ça qui me fait du tort en ce moment. J'ai besoin de déconnecter de ça. J'ai besoin de retourner vers des pratiques quotidiennes, des pratiques spirituelles qui me permettent de m'enraciner en moi-même, tu sais. Puis je pense que le type de spiritualité que moi je pratique puis que j'aime partager avec les autres fait écho chez beaucoup de gens à cause de ça, parce que c'est un type de spiritualité qui est pas ancré dans une croyance où est-ce que, puis je juge pas ça du tout, je tiens à préciser, mais où est-ce qu'on croit nécessairement à un être supérieur, mais c'est plus que la nature, c'est l'être, ou je veux pas dire l'être, mais la puissance un peu supérieure, tu sais. Fait que c'est de voir le divin dans la nature, dans tout ce qui existe, dans les arbres, le cosmos. Puis je pense qu'il y a quelque chose de très sain dans notre rapport à la Terre aussi qui s'inscrit là-dedans. On dirait que tu me parles de la Terre, puis j'arrête pas de voir vraiment une vision très scientifique, là, tu sais. J'ai l'impression peut-être pourquoi les gens s'associent plus à ta vision, peut-être, c'est parce que justement, on a des preuves que, bon, la nature, ben sans les arbres, on n'aurait pas d'air, on n'aurait pas d'oxygène, et bon, il y a vraiment une partie très scientifique. Est-ce que l'astrologie, mettons, d'autre côté, que c'est les astres, les planètes et tout ça, est-ce que c'est parce que c'est un peu flou que les gens ont plus de misère à le croire? Oui, je pense que oui, en fait, parce que c'est pas une science, l'astrologie, là, on va se le dire. Là. Souvent, la plus grosse, quand on se fait pointer du doigt par des astrophysiciens, par des scientifiques, c'est comme, ben là, c'est pas prouvé scientifiquement. Mais il y a aucun astrologue qui essaie de dire que c'est prouvé scientifiquement. Là. On fait un ding-ding-ding, les gens. On n'est pas en train de dire ça. Je pense que quand on prend l'astrologie pour le comprendre puis vraiment extraire toute sa richesse, il faut le prendre par un autre bord. Genre, il faut le prendre de l'autre côté où est-ce que c'est un langage symbolique. Fait que oui, c'est plus flou. Oui, ça vient chercher une partie de notre être, de notre conscience qui est complètement différente puis qui résonne pas avec certaines personnes, puis c'est correct. Tu sais, il y a aucun prosélytisme là, avec l'astrologie, puis même la spiritualité basée sur la nature que je vais appeler sorcellerie pour le bien de la cause ici, puis c'est ça aussi, là, mais ça fait peur comme mot des fois. Mais même le tarot, tu sais, il y a personne qui va essayer de te forcer la cuillère dans la bouche, comme si tu crois pas à ça, c'est super correct, là, tu sais. Mais je pense qu'en effet, c'est pas tout le monde qui... Tu sais, il y a des gens très, très, très cartésiens, très pragmatiques, qui enracinent leur vision du monde, leur compréhension du monde dans la science, dans le tangible, puis c'est ça qui fonctionne pour toi, tant mieux. Puis je pense qu'en fait, c'est important aussi de garder un pied dans le tangible aussi, mais de se permettre aussi d'observer le monde, puis de l'accueillir, puis de le comprendre dans une vision qui est plus symbolique, qui est plus poétique. C'est mon astrologue préféré, qui est aussi mon enseignant, qui dit que l'astrologie, c'est la poésie de l'astronomie. Fait que c'est de prendre quelque chose qui est scientifique, qui est concret, mais de lui donner une... En fait, c'est que les planètes nous content des histoires qui font un reflet à notre expérience humaine puis qui permettent de mieux comprendre les cycles dans lesquels on se trouve en tant qu'humain. Mais ça a l'air tellement difficile à comprendre, même pour quelqu'un qui fait ça dans la vie. J'écoutais, pour les gens qui sont intéressés, tu as un podcast, Résonance. Ben oui. J'écoutais ça ce matin, le dernier qui est sorti lundi, dans le fond. On est quelle date? On est jeudi, donc cette semaine. Puis, je t'écoutais parler, puis dans ma tête, je me disais... Quelqu'un qui connaît pas pantoute ça, il y a quand même quelque chose, on dirait, qui sonne scientifique. De dire, genre, on rentre en ci, change... Il y a un jargon. Oui, il y a un jargon, parce que c'est ça, je connais pas vraiment pas le jargon. Mais on dirait, pour la personne qui a besoin de je vais pas dire de rigidité, mais tu sais, de tangibilité, là, je sais pas si ça se dit, mais... On dirait qu'on le retrouve un peu dans ces dires-là. Tu peux pas inventer un jargon complètement. Non. Puis, tu sais, il faut se poser des questions. Si quelqu'un te présente une spiritualité que le jargon est 100% inventé, c'est comme petit red flag ici, là, selon moi. Sounds like a cult to me. Mais sinon, tu sais, l'astrologie, en fait, c'est que c'est un langage. C'est une langue. Ouais. C'est comme quand tu apprends l'espagnol puis tu connais pas ça du tout. Tu vas écouter des émissions en espagnol. Tu vas comprendre peut-être le corps au début, mais plus tu en écoutes, plus tu te crées tu te familiarises, t'apprivoises le langage, fait que plus ça devient facile de parler, mais ça prend du temps. C'est comme quelqu'un qui a pas été élevé avec une conscience du jargon financier. Au début, t'écoutes des podcasts de finance, puis t'es comme « tabarouette, j'ai rien compris ». Fait que c'est comme n'importe quel sujet, je pense, mais oui, il y a quand même un lingo qui peut sembler plus
avancé pour certaines personnes. J'essaye de le démystifier le mieux que je peux dans mon podcast. C'est bien fait, là. J'en donne pour tout le monde aussi. Tu sais, c'est comme, je donne les bases pour les gens qui débutent avec l'astrologie, mais j'essaie de pousser ça aussi un petit peu pour les gens qui connaissent bien l'astrologie, parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Puis au Québec, on n'a pas beaucoup de ressources en astrologie, en français du moins. Fait que j'espérais être une de ces ressources-là. Ben, je pense que ça fonctionne. Écoute, ça fonctionne, c'est vraiment. Ça se passe. Les gens te suivent, t'écoutent, c'est le fun. Oui. Puis tant qu'à être directement dans le vif du sujet, pour moi, l'astrologie, ça me passionne. Ok, je trouve ça super intéressant, mais en mode très de base. Là, j'ai pas de connaissances très avancées. Justement, en t'écoutant parler, tu mentionnes des changements de ci, de ça. Ouais. Ça sort d'où? Tu dis, évidemment, c'est pas un langage inventé, ce que je crois à 100%, mais c'est quoi? Il y a une première personne qui a écrit un livre, puis là, les autres se basent là-dessus. Tu sais, ça part d'où exactement? La base de ça, c'est il y a des milliers d'années, les astronomes étaient aussi des astrologues. Fait que c'était vraiment les deux ensemble. Fait que quand on a fait un peu comme une ébauche du ciel, l'astrologie, c'est comme... Ou le côté spirituel de l'astronomie, c'est fait un chemin très rapidement, tu sais. Puis l'astrologie telle qu'on le connaît aujourd'hui, basée sur l'horoscope, les gens qui lisent un texte pour comprendre, dans peut-être des ressources un peu moins nuancées, vont te prédire qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Moi, ce que je préfère, c'est des horoscopes qui vont nous aider à nous poser les bonnes questions à un certain moment de notre vie. Mais ça, c'est très nouveau dans l'histoire de l'astrologie. Là, on parle du 19e siècle, genre. Okay. C'est surtout basé sur le soleil, c'est-à-dire notre signe astrologique. Ça, c'est le placement du soleil quand on est né. Mais il y avait plein d'autres planètes dans le ciel à ce moment-là. Fait que pour comprendre notre configuration astrologique, notre portrait astrologique, il faut savoir où est-ce que toutes les planètes se trouvent. Mais souvent, on a réduit ça en astrologie populaire à notre signe astrologique, le placement solaire. Puis l'horoscope basé là-dessus, c'est très nouveau dans l'histoire de l'astrologie. Avant, c'était plus de l'astrologie politique, en fait, qui est de le roi, par exemple, qui veut savoir c'est quand un bon moment pour aller en guerre, pour faire une conquête, pour faire un certain speech à son royaume. Tu sais, c'était ça à l'époque, l'astrologie, mais c'est avec le temps qu'on l'a individualisé davantage, qui n'est pas en soi une mauvaise chose, mais je pense que moi, je tripe sur l'astrologie politique, là, c'est vraiment un de mes dadas. Mais ouais, c'est ça, on peut nerder là-dessus bien longtemps. Fait que ta question à la base de où c'est parti, oui, c'est parti de l'astronomie, en fait. C'est avec le temps que ça s'est dissocié, et Dieu merci, je veux dire, c'est super correct que ça se soit fait à un certain moment. Ah, je comprends. Ouais. Fait que pour les personnes qui sont très sceptiques, là, puis qui disent, ben voyons, pourquoi en lisant le journal, ça me dirait, ben c'est parce qu'il y a plus qu'un signe de base, qu'il y a plus qu'une planète, plus qu'un astre aussi dans le ciel sur lequel se baser. Absolument. Et aussi, je ne lis pas mon astrologie dans le journal. Non, c'est ça. Il y a quand même une nuance, là. Il y a une grosse nuance à faire. Puis tu sais, je comprends les sceptiques d'astrologie. J'étais une sceptique d'astrologie et je le reste aussi. Je reste une personne profondément sceptique, dans le sens où tu me fais des propositions ultra perchées, full spirituelles. Moi, mon discernement va quand même faire un tri assez efficace dans ces histoires-là. Sauf que j'aime cette idée-là, puis moi, en fait, l'astrologie, c'est pas quelque chose en quoi on croit, c'est quelque chose qu'on utilise. C'est un outil. Ah, j'aime ça! Mais c'est comme... Il y a pas comme il n'y a pas les commandements de l'astrologie. Il n'y a pas comme une liste de choses à faire basée sur l'astrologie. C'est un outil que tu utilises pour comprendre les cycles de vie dans lesquels tu te trouves, pour comprendre un peu c'est quoi les questions qui sont au premier plan dans ta vie présentement. Fait que c'est un guide qui t'oriente, mais c'est pas déterministe. Puis moi, j'aime pas l'astrologie déterministe. J'aime pas... Puis tu sais, il y a plein de types d'astrologie aussi, je tiens à dire. Là. Il y a de l'astrologie occidentale, il y a l'astrologie védique, chinoise, tropicale, sidérale. Tu sais, il y en a... C'est un très large monde. Puis je pense que les grands sceptiques, écoutez, si ça vous parle pas, c'est super correct, continuez votre chemin. Mais les gens qui sont juste comme, je comprends pas full, mais j'ai un intérêt, sachez que c'est énorme comme sujet. Puis il faut pas s'arrêter à ce
qu'on lit dans les journaux du tout. Vraiment pas. Mais je pense que c'est là-dessus, les gens peut-être en profitent. Ils savent que c'est justement 2-3 phrases écrites très génériques. Donc, les gens qui sont sceptiques doivent en profiter pour porter le blâme encore plus profondément. Ça se dit mal, là, mais... Tu sais, j'ai participé à beaucoup d'émissions au fil des années de télévision, de radio, qui portaient sur l'astrologie, puis un peu essayer de comprendre le sujet, de le debunk aussi. Puis j'ai été dans des émissions où est-ce qu'il y avait des astrophysiciens qui parlaient de l'astrologie, puis qui critiquaient l'astrologie. Puis c'était intéressant d'écouter la personne parler, mais ce qui me venait en tête, c'est comme tu connais pas du tout le sujet que tu critiques, en fait, en ce moment, tu sais. Puis c'est important d'avoir des gens qui posent des questions, qui critiquent, qui remettent en question. Je suis vraiment all for it. Sauf que de l'autre côté, si on est pour critiquer un sujet, il me semble que c'est à la base de la science d'essayer de vraiment s'y pencher, tu sais, de comprendre qu'est-ce que les astrologues font, puis de là à dire... ben l'astrologie, c'est faux parce que tous les Gémeaux ne sont pas pareils. Ben il n'y a aucun astrologue qui dit ça. Ou si ton astrologue dit ça, change d'astrologue. Tu sais, c'est un peu ça, là. Je comprends. Ouais. Mais comment on fait pour savoir, justement, est-ce que je suis face à un professionnel, un spécialiste qui se dit spécialiste, mais dans le fond, qui ne l'est pas vraiment? Tu sais, y a-tu des choses qu'on peut mettre le doigt là-dessus pour faire « Ah, ça, cette pratique-là est un peu douteuse? » C'est une bonne question. Ben déjà... Encore là, ça dépend de l'approche que toi, tu souhaites avoir. T'sais, si toi, tu veux te faire dire ton futur, puis que tu veux te faire expliquer qui tu es de fond en comble, peut-être que les gens qui disent que tous les Gémeaux sont pareils, c'est l'astrologue pour toi. Mais si tu cherches à faire un certain travail d'introspection, de mieux te comprendre, de mieux comprendre qu'est-ce que tu es venu travailler dans ta vie, c'est quoi ton chemin de vie un petit peu, ben à ce moment-là, on peut y aller par bouche à oreille, tu sais, les gens qui ont eu des bonnes expériences avec des astrologues. On peut suivre certains astrologues sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui ont des comptes YouTube. Fait que tu les écoutes parler, puis tu le vois dans leur approche, dans leur langage, les mots qu'ils utilisent, qu'ils choisissent pour parler de certains transits astrologiques, c'est-à-dire des mouvements de planètes. Tu sais, moi, quand je travaille avec des astrologues, parce que j'en prends encore des rendez-vous avec des astrologues pour avoir un regard externe puis mieux comprendre ce qui se passe dans ma vie, mais de manière un peu plus détachée, mettons, je m'assure que c'est des gens qui ont une perspective féministe, inclusive, queer-friendly, qui sont capables de discernement, d'être dans la nuance. Fait que tout ça peut s'observer au niveau du langage, je pense. Puis d'un côté, mettons, là, tu sais, toi, quand tu rencontres quelqu'un, ça t'arrive-tu de justement parler d'astro avec cette personne-là? Ou genre, je sais pas comment ça fonctionne, mais tu sais, est-ce que tu lui fais une carte du ciel? Qu'est-ce que tu es capable? Comment se déroule une rencontre? C'est un peu flou, OK? Mais je comprends ta question quand même. Ben, écoute, je fais pas de rendez-vous en astrologie en ce moment. J'en ai fait pendant longtemps. Puis je suis pas contre l'idée de offrir à nouveau ce service-là avec les années. Mais en ce moment, c'est vraiment comme podcast, radio, formation en ligne. C'est vraiment ça qui prend mon énergie présentement. Fait que j'ai pas le temps pour des rencontres privées. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec un astrologue. On peut faire sa carte du ciel. Fait comprendre un peu, on est né avec quel bagage astrologique un petit peu. Donc, c'est quoi? Essayer de mieux se comprendre, de quoi on a besoin pour être heureux. C'est quoi nos besoins aussi émotionnels. C'est quoi notre... le vent nous pousse dans quelle direction, en fait? Je vais dire ça comme ça. Notre carte du ciel, c'est un peu comme une boussole pour nous orienter vers notre acheminement, notre accomplissement personnel qui est le plus sur notre X, un peu. Ouais, qu'est-ce qui concorde le plus avec ta personnalité ou... des traits de caractère, j'imagine, peut-être, à la limite? Moi, je te dirais qu'avec l'astrologie évolutive, qui est l'astrologie que moi, je pratique, j'essaie d'éviter d'aller vers les traits de caractère. Je comprends. Tu sais, c'est pas dire « Ah, ben, t'es balance, donc évidemment, t'es un people pleaser ». C'est pas tant ça, c'est dire « Ben, t'es balance, t'es ici pour apprendre à trouver la sérénité. T'es ici pour apprendre à te réguler le système nerveux, en fait. » Je comprends. Fait que c'est plus une question d'apprentissage que de traits de personnalité. OK. Quoique, il y a des astrologues qui fonctionnent différemment aussi. Mais j'aime de voir, par exemple, la nuance. Oui, c'est ça. OK. Donc, les personnes, justement, peuvent choisir, comme tu le mentionnais tantôt, on choisit le professionnel, le spécialiste, la personne qui nous parle le plus, qui a une pratique qui ressemble le plus à... Exactement, que son approche coïncide le plus avec ce qu'on a besoin puis qui on est. T'sais. OK. Donc, carte du ciel, on pourrait faire... On peut faire ce qu'on appelle des transits prévisionnels. Fait que c'est un peu comme qu'est-ce qui t'attend dans la prochaine année.
ou dans les prochaines années. Donc ça, c'est cool pour comme se préparer un peu à ce qui s'en vient, savoir, OK, ça risque de bouger un peu au niveau de la famille, niveau de carrière. Je suis invitée à faire preuve de plus d'autorité, d'être prise plus au sérieux dans ce secteur-là. Fait que ça peut nous prévenir un petit peu des territoires ou des domaines de notre vie qui vont être à l'avant-plan dans les prochaines années. Okay. On peut faire des synastries. Ça, c'est quand on met 2 cartes du ciel ensemble pour voir c'est quoi les compatibilités. Wow. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Fait que c'est pas de dire, toi puis ton chum, ben clairement, vous êtes pas faites pour être ensemble ou c'est le match parfait. C'est plus de dire, vous communiquez différemment, donc pour mieux vous comprendre, voici ce que vous pouvez faire. Ou toi, t'es comme ça, ton chum est de même, voici comment vous pouvez vous rencontrer au milieu. Fait que synastrie, ça se fait. On peut aussi faire de l'astrologie élective, c'est-à-dire qu'on choisit une date pour un événement précis. Fait que, par exemple, tu veux lancer ta business, tu veux te marier, tu veux, peut-être pas accoucher, là, t'as moins le ressort là-dessus. Là. Ouais. Malgré que césarienne, ça peut se planifier. Mais bref, tu peux choisir des moments importants puis choisir les transits qui sont le plus d'adon, en fait, pour un certain moment. Moi, j'utilise beaucoup ça dans ma business aussi. Quand est-ce que je sors mon podcast, quand est-ce que je lance un nouveau programme, etc. Fait que ça peut être utilisé pour ça. C'est tellement hot! Ouais, puis encore là, il y a plein d'autres affaires qu'on peut faire. Là. C'est très large, l'astrologie. Puis tout ça, j'imagine que c'est pas quelqu'un s'assit devant toi, puis là, t'es comme, hey, je peux te sortir tout ça. J'imagine il faut que tu fasses des recherches, justement, sa carte du ciel et ces affaires-là. Bien, ça peut se faire assez rapidement. Okay. Dans le fond, c'est que la personne nous envoie au préalable ses informations de naissance. Pour lire une carte du ciel, on a besoin de l'heure de naissance précise. Fait que des fois, il faut faire un peu de recherche puis aller demander à l'hôpital où est-ce qu'on est né, en fait, les informations de naissance. Souvent, ils ont des archives dans lesquelles c'est disponible ou on demande à sa mère. Mais des fois, c'est plus ou moins juste, surtout si, il y avait un petit cocktail de médicaments là-dedans. Fait que je pense que l'hôpital, c'est la plus... Il l'a-tu sur le certificat de naissance, me semble? Ça dépend à partir de quelle année. Je pense qu'aujourd'hui, oui, pour les enfants, mais avant ça, je pense que c'était pas sur le certificat de naissance. OK. Ouais. Puis, donc, c'est ça prend aussi l'endroit de naissance, l'heure de naissance, puis ensuite, on peut faire la charte. C'est tellement le fun. On dirait, je trouve ça le fun que ce soit un sujet qui est un peu ouvert aux possibilités, à l'interprétation, en fait, de chacun. Les gens prennent cette information-là puis en font ce qu'ils en veulent. Absolument. Puis, tu sais, c'est pas de dire, voici ta carte du ciel, donc t'es pogné avec ça toute ta vie. Ça détermine ce que tu dois faire, qui tu dois être. C'est un outil parmi tant d'autres pour développer une connaissance puis une conscience de soi. Tout comme le tarot, pour moi, c'est moins un outil divinatoire. Ça te permet de repérer des patterns, des schémas de comportement en toi, des choses qui se trouvent dans ton angle mort, que quand tu vis ta vie au jour le jour, tu vois pas ça nécessairement. Fait que c'est des outils de plus dans ta boîte à outils, mais ça remplace pas la thérapie, ça remplace pas à aller voir des spécialistes qui peuvent aussi te soutenir dans ce cheminement-là. Là. Absolument, c'est un plus à ajouter peut-être. C'est un complément, absolument. Ouais. Ça fait quelques fois que tu parles de tarot en pointant ta petite poche sur la table. Je fais jamais ça. Je fais jamais ça. Okay. Parce que je trouvais que ça mettait beaucoup de pression d'amener un jeu de tarot quand j'allais sur des podcasts ou blablabla. Puis souvent, les gens avaient cette idée-là que j'allais prédire le futur. Puis je sais pas pourquoi, ce matin, je suis partie de chez nous, j'étais comme... Je file qu'il faut que je la porte. Wow! Que j'ai envie qu'on tire une carte de tarot ensemble. Ça me tente! Oui, ça te tente. Vraiment! OK, bien, pour les personnes peut-être qui savent pas trop c'est quoi le tarot, veux-tu l'expliquer en même temps? Puis les gens qui nous écoutent aussi en vidéo, là, on voit clairement les cartes que tu as en main, sont vertes, sont super belles. Oui, puis dans le fond, un jeu de tarot, c'est pas comme un jeu d'oracle. Souvent, on mélange les deux. Donc, un jeu d'oracle, c'est vraiment un artiste qui crée un jeu de cartes qui peut avoir le nombre de cartes que l'artiste souhaite bien lui donner. Là. Puis, c'est vraiment la liberté de l'artiste. Fait que souvent, je fais l'exemple de l'oracle des chats, où est-ce que tu peux avoir un chat content, un chat fâché, un chat ambigu, un chat qui a faim, peu importe. Puis là, tu piges une carte, puis tu as la description dans un petit livre. Souvent, c'est comme ça que les oracles sont utilisés. Le tarot, en fait, c'est un jeu de cartes qui a toujours, ou presque à quelques exceptions près, 78 cartes. Fait que toujours la même architecture, un peu. Puis,
qui est vraiment basé sur la même structure. On a toujours 22 arcanes majeures qu'on appelle. Fait que ça, c'est les cartes qu'on connaît un peu plus comme la mort, la tour, l'étoile, l'impératrice, le fou. C'est des cartes qui sont un petit peu plus intenses aussi à piger, qui nous parlent de choses plus... un cheminement plus spirituel, j'ai envie de dire. Okay. Puis qui ont une signification plus précise. Exactement. Okay. Dans le fond, il y a quand même un... Tu sais, oui, il y a de l'intuition qui rentre dans la lecture du tarot. On peut l'utiliser pour activer notre intuition. Sauf qu'il y a quand même un bagage d'ouvrages et de connaissances qui associe certaines définitions à certaines cartes. Puis je tiens à dire qu'aussi, ce bagage de connaissances-là, c'est pas juste comme des... il y a beaucoup d'académiques qui se sont penchés là-dessus, autant pour le côté plus symbolique, artistique de la chose, autant au niveau de la psychanalyse. Il y a des psychanalystes qui se sont beaucoup penchés sur l'utilisation du tarot pour ouvrir certaines portes dans notre conscience puis accéder à l'inconscient. Carl Jung en est un des plus populaires, des plus connus. Fait que c'est super intéressant parce que en fait, c'est dire que c'est les symboles des cartes qui agissent sur la conscience. Puis je trouve ça intéressant que tu mentionnes que c'est quand même, ça prend un bagage de connaissances, là, parce que quelqu'un qui se procure un jeu de tarot, là, ça vient, si je me trompe pas, avec un gros livre d'explications. Ça vient avec un petit livret. Un petit, OK. Un petit livret que je déconseille parce oui, c'est super prédictif et déterministe. C'est comme tu piges cette carte-là, il y a un break-up qui s'en vient dans ta vie. T'sais. Oh, OK. Fait que là, tu pognes l'angoisse, t'es anxieuse, puis tu capotes, puis tu veux plus jamais retoucher à ça de ta vie. J'ai écrit un livre sur le tarot, l'art du tarot, lire les cartes pour prendre soin de soi. Depuis, là, ça fait 3 ans. C'est en 2022, hein? Oui, exactement. Mon Dieu, t'es bonne. 2022, t'as fait ta recherche. J'ai fait ma recherche. Et voilà. Bon ascendant Gémeaux. Oui. en t'écoutant ce matin, tu disais justement, on est comme dans l'ère de la curiosité et tout ça, puis j'étais comme, je conduisais, puis je me disais, c'est tellement ça. En tout cas, c'est le feeling que je ressens aujourd'hui, tu sais. Parce qu'avant qu'on commence, je tiens à dire que je t'ai complimentée sur tes habiletés d'intervieweur. Je te trouve super bonne, full intéressée, puis tu mets vraiment bien de l'avant les gens que tu présentes, en fait. Ah, c'est gentil. Puis t'es super intéressante à écouter, super éloquente. Puis là, je t'écoutais, puis j'étais comme, c'est sûr qu'elle a du Gémeaux dans sa carte du ciel. Là, t'es balance, ascendant Gémeaux. Exact. Lune en poisson. Exact. Lune en poisson, si je me trompe pas, il y a de la sensibilité là-dedans. Grande sensibilité. Oui, c'est ça. Hein? Faudrait que je me penche plus, tu sais, pour les personnes peut-être que ça les intéresse. Je sais pas, je vais proposer quelque chose, tu me diras si je suis dans le champ de patate complètement, mais il y a l'application CoStar qui, je trouve, est quand même le fun, tu sais, à utiliser. C'est intéressant pour savoir c'est quoi tes placements. Fait que, mettons, ta Lune est en quoi, ton Mars natal est en quoi, ton Mercure, ton Vénus, parce que c'est tous différents aspects de ta de ta psyché, on va dire. Donc, par exemple, Vénus, c'est comment tu rentres en relation, Mercure, c'est comment tu réfléchis, la Lune, c'est tes émotions. Fait que pour vraiment avoir un aperçu de ton profil astrologique, ça prend toutes ces infos-là. CoStar, c'est super pour ça. Mais pour ce qui est de l'analyse et de la compréhension, moi, je trouve pas ça super bon. OK, mais c'est bon à savoir, par exemple. Oui, je le déconseillerais. Il y a une application que je trouve qui est vraiment bonne qui s'appelle The Pattern. OK. Qui existe juste en anglais, malheureusement, comme CoStar, en fait, où est-ce que l'analyse est vraiment meilleure. Comme je sais pas c'est quoi le AI qu'ils utilisent pour ça, mais c'est assez flabbergastant, on va dire. The Pattern. Oui, The Pattern, mais sinon, honnêtement, il n'y a rien comme les services d'un astrologue. Tu sais, il n'y a rien qui peut battre ça. Même ChatGPT, oubliez ça pour l'astrologie. C'est mauvais. Il fait toujours des erreurs. Il ne peut pas faire des calculs de carte du ciel. Il y a tellement de gens qui m'ont écrit dans les dernières semaines « Ah, j'ai demandé à ChatGPT telle affaire, puis ça a tout défait ce que je pensais que ma carte du ciel était. » J'étais comme « Oublie ça. » Ouais. Fait que, tu sais, des fois, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre sa carte du ciel par soi-même, puis c'est super, je pense que ça a une valeur en soi. Mais de prendre un rendez-vous avec un ou une astrologue de 1 heure, 1 heure et demie, puis que cette personne nous explique les bases de notre profil astrologique, ça a une très grande valeur. C'est le fun, absolument, ça me donne vraiment le goût. Puis revenons à nos moutons tranquillement, mais tu as écrit un livre. Sur le tarot, exact. Donc ça, on pourrait l'acheter puis mieux comprendre comment ça fonctionne. Exactement, c'est vraiment toutes les bases du tarot. Puis, tu sais, les gens qui écoutaient peut-être mon histoire au début, puis pour qui ça résonnait, tu sais, qui se disaient « Ah, mon Dieu, moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais enfant. » Je parle un petit peu plus de mon histoire aussi dans mon livre. Je réponds à toutes les questions qu'on m'a jamais posées sur le tarot. Puis, il y a une définition pour chacune des cartes aussi. Fait que ce qui est cool, c'est que pour commencer, tu sais, c'est très difficile d'apprendre
la définition des cartes par cœur. Fait qu'à la place, pigez vos cartes, puis vous pouvez, à chaque fois que vous pigez une carte, aller lire la description dans mon livre. Puis c'est toujours très nuancé, c'est jamais prédictif ou déterministe. Puis je pense que c'est ça aussi que les gens apprécient de mon livre. Ah, c'est très cool. On va aller lire ça assurément. Donc là, tu brasses les cartes. Là, je brasse les cartes. Je te demanderais si tes jambes sont croisées, oui, des sont croisées. juste pour te mettre dans un état plus réceptif. Parfait. Ta colonne droite, puis tu peux prendre un instant juste pour te déposer un petit peu dans ton corps, ramener l'attention un peu vers toi. Parce que là, t'étais beaucoup en mode conversationnel. Absolument. Fait que juste te rapatrier un petit peu. Tu peux amener ton attention sur ta respiration aussi. Sentir ta respiration s'en aller jusque dans le bas de ton ventre. Puis tu vas me dire quand arrêter de brasser les cartes. Maintenant. All right. En vrai, c'est tout... Je suis comme toute fébrile. Oui, vraiment. Là, tu vas prendre ton temps, puis sans réfléchir, de manière vraiment instinctive, choisis une carte. Est-ce que c'est comme je mets ma main dessus ou... Oui, tu peux la choisir avec ton doigt. Mais je propose, avant qu'on va poser une question, mon Dieu, j'ai oublié les étapes de base. Ce que je propose comme question, puis tu peux être en désaccord avec moi puis me proposer autre chose, mais c'est un message que tu as besoin de recevoir en ce moment. Ah, c'est bon, ça. J'adore. Ouais. Parce que c'est ça, je pense que c'est important que ce soit pas une réponse par oui ou par non. Oui, c'est ça. Ben, ça dépend, tu sais. Il faut pas être trop rigide, je pense, par rapport à ça, mais je pense pour vraiment plonger dans toute la richesse du tarot, des questions ouvertes qui nous permettent de réfléchir, de faire des liens, c'est un petit peu mieux, surtout pour commencer, je pense. OK. Bien, je suis très d'accord avec cette question. Donc, quel message que tu as besoin de recevoir en ce moment? Parfait. Ah ouais. Hein? Celle-là ici. Vas-y. Tire-la, tu peux la revirer. Si, je la montre aux gens peut-être qui connaissent ça, peut-être ça leur dit quelque chose. Je peux la décrire un peu. C'est le 2 de coupe pour les gens qui la connaissent pas. On y voit 2 personnages qui se rencontrent en tenant une coupe avec une genre de tête de lion au-dessus. Puis traditionnellement, mettons que j'étais une tireuse de cartes un peu plus prédictive, c'est vraiment une carte d'amour, d'engagement. Wow! Ouais, c'est vraiment de rencontrer une personne qui agit un peu comme un miroir dans laquelle on se reconnaît puis avec qui on a envie de s'engager. Fait que c'est vraiment une carte de réciprocité émotionnelle, de rencontre inspirante, mais c'est aussi une carte d'engagement. OK. Fait que avec cette carte-là, le message que tu as besoin de recevoir, c'est peut-être un message d'ouverture, de vulnérabilité. Si tu as des engagements, que ce soit relationnel comme romantique, amoureux, ou que ce soit partenariat, entreprise, etc., c'est comme d'oser t'ouvrir, ouvrir ton cœur pour forger des liens qui vont être vraiment fertiles dans le temps. Wow! J'adore ce genre de message-là. Ouais. Puis je trouve que ça fit quand même, tu sais, je viens juste de mettons, côté plus romantique, je viens juste d'aménager avec mon copain. Ah ben là! C'est la première, ça fait 2 semaines, tu sais. OK. Ah, mon Dieu, c'est récent! Ouais, fait que je trouve ça vraiment drôle que c'est ça qui sorte aujourd'hui. Traditionnellement, c'était aussi la carte des mariages aussi. Ah ben là! Écoute... Mon chum écoute ça, t'es cute! Je vais y envoyer la carte en photo. Oui, tu y enverras. Où tu dis dans son téléphone 2 de coupe, 2 de coupe, 2 de coupe, tu sais, pour que l'algorithme comprenne. C'est bon, ça. C'est comme une incantation, un téléphone cellulaire. J'adore ça. Puis est-ce que les gens, mettons, quelqu'un qui se tire au tarot, tu fais ça combien de fois par semaine, par jour? Écoute, ça, c'est mon approche à moi. Moi, je dirais 1 fois par semaine, c'est assez. Tu sais, je pense qu'1 fois par jour, ça peut être beaucoup. Ouais. Puis l'idée, c'est de pas surcharger nos esprits, justement, tu sais. La base, c'est notre intuition. Après, que ça soit tarot, astrologie, peu importe, ça vient nourrir notre intuition, mais ça devrait pas être le contraire. Tu sais, ça devrait pas être au premier plan le tarot qui dicte où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, puis ensuite, l'intuition qui essaie
d'être d'accord puis de valider ça, tu sais. Fait que je pense que quand on espace nos tirages de tarot, ça nous laisse le temps de nous asseoir avec une carte. Moi, j'ai un côté très recherche, nerd. J'aime ça être dans les livres. Fait que souvent, je vais aller, par exemple, faire de la recherche sur le symbole de la tête de lion avec les ailes, qui est un symbole qui représente justement la notion d'engagement, tu sais, un peu comme un contrat qui est signé. De là, pourquoi on l'associe beaucoup au mariage à la base comme carte, là. C'est tellement le fun. Mais vous avez aussi un contrat d'hypothèque ensemble, ben, là, c'est ça, tu sais. Ah, mais c'est le fun, puis tu sais que juste comment tu l'as expliqué, là, de savoir que ça peut être soit justement dans une relation interpersonnelle ou justement en affaires, dans ta job, professionnellement parlant. C'est le fun. Ça montre justement que c'est pas juste deux personnes, puis là, let's go, on se dit, OK, ils ont l'air de vouloir quoi boire dans la même coupe. C'est plus, on l'associe beaucoup aussi à l'idée de faire un cheers. Ah, je comprends. Dans le temps, quand ils faisaient des cheers, quand ils levaient leur verre, c'était pour s'assurer que les verres n'étaient pas empoisonnés. Parce que quand l'eau sautait ou quand le vin passait d'une coupe à l'autre à travers ça, c'était comme un signe de confiance, en fait. Fait que ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage de cette carte-là, tu sais, de faire confiance à l'autre, de faire confiance au choix qu'on a fait de s'engager avec quelqu'un aussi. J'adore ça. Ouais. J'aime tellement ça. Puis est-ce que, mettons, rapidement, tu peux me dire, y a-tu des choses que t'aurais pas pu dire? C'est un peu flou comme question, mais tu parles souvent des gens qui ont une manière de penser ou une spiritualité qui est plus... c'est pas ça que tu utilises comme mot depuis tantôt, mais tu sais, que ça dicte un peu vers où tu t'en vas. On va dire prédictive. Merci, prédictive. Y a-tu des choses que tu aurais pu dire que ça ferait en sorte que là, tu me parles de manière prédictive? Ben j'aurais pu dire justement, il y a un engagement dans ton futur, il y a un mariage dans ton futur. Tu sais, c'est dire, ben là, tu vas te marier cette année. OK, je comprends, mais alors qu'on peut pas vraiment le savoir. Ben pas vraiment, tu sais. Puis encore là, c'est comme, ce que tu vis, est-ce que c'est un mariage symbolique, en fait, de déménager avec quelqu'un? Puis écoute, si jamais tu te maries, tu me le diras, là, si t'as une demande. Oui, c'est ça. Non, mais c'est que ça peut être aussi dans d'autres aspects de ta vie, comme tu l'as mentionné. Puis moi, je trouve en fait que c'est plus intéressant si on garde le spectre très large, puis qu'ensuite, on a comme un filtre à travers lequel regarder notre vie. Parce que pour moi, les cartes, c'est ça, c'est des lunettes qu'on porte pour analyser ce qui se passe dans nos vies autrement. Fait que c'est de dire, OK, par exemple, en ce moment, on est peut-être en train de vivre un moment 2 de couple ensemble. On est face à face, on se rencontre avec nos petits verres d'eau, puis on a un échange ancré dans le cœur, on apprend à se connaître, tu sais, on se fait confiance aussi, parce que pour aller sur un podcast, il y a une certaine base de confiance pour pas que ça soit un dîner de con, tu sais. Donc, ça aussi, tu sais. Mais oui, moi, je trouve que c'est juste plus riche si on utilise les cartes pour se poser des questions plutôt que d'essayer de déterminer qu'est-ce que le futur nous réserve. Je comprends. Je pense que ça te dérange pas. J'aimerais ça la garder sur la table jusqu'à la fin de l'épisode. Absolument. Tu la prendras en photo aussi. Oui. À ton chum. Je ferais, hey, on me dit ça, moi, aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien, mais... J'adore, puis c'est peut-être fort comme mot, mais je le pense, un honneur de m'être fait tirer une carte ben là, ça par fait toi. Plaisir. Je suis vraiment contente. Je me permets de passer à mon segment présenté par Normandin. Ben oui. C'est la question qui fait plaisir. Pour plusieurs, Normandin, c'est un petit plaisir. On aime ça y aller justement en gang, entre amis, pour peut-être célébrer un mariage. Un mariage. Écoute, se marier au Normandin, pourquoi pas? Hey, tout est possible. Tout est possible. Et j'en profite pour rappeler aux gens qui nous écoutent, qui ont accès à un 20 % de rabais sur leur prochaine commande en ligne. Si jamais ça vous intéresse de commander, par exemple, de la bonne pizza, vous pouvez le faire avec le code franchement 20. Gênez-vous pas. Et pour toi, Vanessa, j'aimerais savoir... ma question va rester un petit peu dans l'abstrait parce que je pense que le sujet de la spiritualité l'est un peu quand même. Y a-t-il une découverte que tu as fait sur toi-même grâce à cette spiritualité-là que tu as développée avec le temps, qui t'a surprise, fait plaisir, qui encore aujourd'hui... je sais pas, une place importante pour toi? Beaucoup, je te dirais. Je pense que celle qui me vient en tête en ce moment, c'est quand j'ai compris le placement de mon Mars natal, de la planète Mars dans ma carte du ciel. J'ai mon Mars en Gémeaux. Ce qui fait en sorte que je suis motivée par plusieurs choses différentes à la fois. Il y a plusieurs sujets qui me fascinent en même temps. Puis pendant tellement longtemps dans ma vie, là, jusqu'à mes 23, 24 ans, jusqu'à temps que je me mette à étudier l'astrologie, en fait,
je me tapais sur la tête d'essayer de focusser sur une seule chose. J'étais comme, non, je suis censée devenir bonne dans une chose, mais là, ça m'intéresse, mais ça aussi. Puis on dirait que quand j'ai compris que ça faisait partie de mon profil astrologique, de ma personnalité, puis qu'en fait, je suis plus efficace quand je répartis mon attention sur plusieurs sujets, comme on va dire le tarot et l'astrologie, parce que ça m'aide à faire des liens entre les deux. Je comprends. Fait que quand j'ai plusieurs sujets, je fais des liens, c'est plus nourrissant, c'est plus stimulant pour moi, puis ça me fait avancer plus vite aussi. Fait quoi, d'arrêter de me taper sur la tête, d'avoir des intérêts diversifiés. Ça m'a vraiment aidé. On est tellement... le métier que tu exerces à la base, là, je veux dire, on te voit dans les médias, justement, tu fais des chroniques, tu es sur le web et tout ça, j'ai l'impression que ça nourrit un peu ce désir-là de faire plein de choses. Oui, vraiment. Fun. Okay. Il n'y a pas une journée qui se ressemble dans mon quotidien. Là. C'est très différent. Qu'est-ce que tu aimes le plus, mettons? Moi, ce que j'aime le plus, je dirais que c'est d'enseigner des cours en ligne. OK. Ouais, d'avoir comme... Moi, je suis quand même introvertie comme personne. J'aime ça être dans ma petite bulle, puis préparer mes cours, faire ma recherche, puis de conceptualiser un cours que je peux transmettre après, puis d'avoir un groupe avec lequel je peux interagir, puis on dirait que ça me ramène à quand j'étais enfant. Puis tu sais, tu tripes sur quelque chose, puis là, tu te fais un genre de petite gang, t'es comme, OK, on va triper là-dessus ensemble. Ouais. Il y a de quoi de vraiment nourrissant pour moi là-dedans, puis je me sens le plus sur mon X dans ces moments-là. Mais j'aime aussi beaucoup le podcast. J'aime l'idée d'avoir le temps que je veux, l'espace que je veux pour parler des sujets qui me tiennent à cœur. Je me sens pas censurée. Puis je sens pas non plus que j'ai besoin de... Je sais pas comment dire ça, là, mais de trop simplifier les sujets. Ah, je comprends. De manière à ce que ça les rend un peu nono. Parce que c'est un peu ça aussi avec l'astrologie puis le tarot, c'est que souvent, quand tu fais des trucs grand public, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans les médias traditionnels, je vais dire ça comme ça, qui font pas beaucoup confiance à l'intelligence de leur audience, je trouve. C'est très, très bien dit. Oui, puis ça fait en sorte qu'il faut toujours comme simplifier nos sujets de plus en plus, puis la richesse se perd là-dedans, tu sais. C'est comme... Je prône un peu plus d'essayer de faire confiance que les gens vont comprendre ce que tu veux leur dire, là, puis que c'est ça. Je trouve ça fit avec ce que tu dis. Si la partie que tu aimes le plus, c'est quand même les formations, ton podcast, il y a quand même un but, veut pas, éducatif en soi. 100%. C'est de montrer quelque chose, de le faire comprendre à une audience qui a un intérêt en plus. C'est que là, tu cibles des gens qui déjà vont être intéressés parce que personne va cliquer sur ton podcast si ça leur parle pas, tu sais. Puis je déteste convaincre. Genre, j'aime pas vendre ce que je fais. Je suis pas fan de ça. C'est comme, si t'es intéressé à ça, viens vers moi, on va s'en parler. Mais je suis pas là pour te convaincre de croire en quoi que ce soit ou d'aimer ce que je fais. Le respect, c'est la base, par contre. Là, j'ai quand même eu des expériences où est-ce que vraiment, les gens ont vraiment comme... Tu sais, l'archétype de la sorcière, ça fascine. Tu l'as nommé au début de l'épisode. Mais je pense que ça fait aussi beaucoup réagir. Autant des gens sont fascinés à un point que c'est comme, soit ils idéalisent ou ils en font un personnage qui est peut-être un petit peu trop extraordinaire, mais de l'autre côté, des fois, les gens peuvent vraiment être méchants, puis... Ouais, tu sais, des fois, c'est à se questionner si la chasse aux sorcières est vraiment terminée, tu sais. Fait que ouais, surtout de plus en plus, je sens que, tu sais, les populations se divisent, les gens sont de plus en plus... ils ont de plus en plus de colère, d'amertume en eux et le projettent d'autant plus puis ils ont un canal qui leur permet aussi de le projeter tellement facilement, les réseaux sociaux. Et sous le couvert de l'anonymat, souvent en aussi, plus, tu sais, je pense genre à Reddit, là. Il y a des affaires là-dessus qui disent que c'est pas tout le temps beau, là. Oui, ça peut être méchant. Puis surtout dans ton sujet, je comprends, tu sais, tu dis, t'aimes moyen ça, essayer de convaincre les gens, alors que... La spiritualité, je pense que c'est un peu ça, tu sais. Bien, je pense que c'est perçu comme d'essayer de convaincre les gens, puis surtout
c'est ça. Je pense que le Québec est dans une position bien particulière de par la grande noirceur, d'avoir vécu tellement un gros trauma religieux qu'on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, puis qu'on a perdu tous nos piliers, tous nos ancrages spirituels en jetant la religion. Fait que comment est-ce qu'on fait pour guérir ce trauma religieux-là, puis de revenir vers des bases pas nécessairement religieuses, mais spirituelles, qui nous appartiennent. Puis, comme je l'ai dit, je vais le redire, je prône vraiment qu'on ait notre propre autorité dans notre spiritualité, qu'on est souverain et souveraine de la manière qu'on la vit. Tu sais, autant là, je parle de sujets de sorcellerie, d'astrologie, de tarot, de tout ça, mais je parle aussi beaucoup des dérives dans cet univers-là, puis je m'en fais un devoir d'en parler parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont fait dresser le poil sur les bras au fil des années. Ça fait des années que je suis dans ce milieu-là, tu sais, puis j'en ai vu des vertes et des pas mûres, puis il y a tellement de dérives que d'une part, il y a des moments où est-ce que je me questionne par rapport à la spiritualité dans son ensemble, puis à comment est-ce que c'est utilisé, surtout à l'ère du capitalisme. Spiritualité et capitalisme, c'est une drôle de rencontre, honnêtement. Ouais. Mais de l'autre côté, je porte aussi cette croyance-là qu'on a besoin d'une certaine spiritualité, surtout pour passer à travers ce qu'on vit collectivement actuellement. Tu sais, je veux dire, on voit un génocide sous nos yeux qui est en train de se produire. Il y a plus de haine, de séparation dans le monde que du moins moi, j'ai jamais vu de mes 34 années de vie. Fait que comment est-ce que spirituellement, on reste ancré, puis on garde espoir, puis on essaie de canaliser notre colère d'une manière qui est productive, qui nous aide à évoluer personnellement et collectivement. Je pense que sans spiritualité, il y a aussi matière à dérive. Bien, absolument. Ouais. Puis la majorité des dérives, est-ce que c'est des gens qui s'autoproclament être spécialistes? C'est-tu justement des gens qui décident juste de complètement jeter à l'eau, comme tu l'as nommé, là, jeter le bébé avec l'eau du bain, sur tout ce qui est croyance, X, Y, Z? C'est quoi la plus grande dérive qu'on peut voir en ce moment? Il y en a. Je pense que c'est beaucoup les wannabe gourous, là. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça, des gens qui prétendent avoir la vérité infuse, qui vont beaucoup cibler des communautés vulnérables aussi. Tu sais, j'ai déjà vu là, des supposés médiums en ligne qui disaient travailler spécifiquement avec les gens qui avaient de graves traumas. Mais dans ma tête, je suis comme, hey, t'es qui pour travailler avec des gens qui ont des traumas? C'est quoi tes diplômes, tu sais? Comme tu te bases sur quoi pour ça? Puis, c'est ça. Il y en a tellement des dérives dans ce milieu-là. Ça pourrait mériter son propre épisode, honnêtement, là. Je pense aussi que c'est ce qu'on a vu, en fait, dans les dernières années, surtout à partir de 2020, c'est que le mouvement de la spiritualité est devenu un pipeline ultra rapide vers des valeurs d'extrême droite. Oui, c'est vrai. Ça a été vraiment vu. Puis moi, ça m'a choqué, là. Ça m'a tellement perturbée d'observer ça. Comment, par exemple, les idées du féminin, du masculin sacré, ben quand tu embarques trop là-dedans, puis que tu écoutes des gourous qui te parlent que en tant que femme, être dans ton féminin sacré, ça veut dire être passive, ça veut dire de te soumettre à l'autorité de l'homme. Tu sais, ça vient avec un paquet de croyances comme ça, puis ça peut facilement découler vers ce qu'on voit se produire aujourd'hui, qui est un retour à des valeurs très traditionnelle, très conservatrice, archaïque, comme un énorme retour en arrière, tu sais. Fait que force est de se poser des questions en tant que personne qui est dans le milieu aussi quand tu constates tous ces dangers-là. Mais encore là, je suis pas prête à acheter le bébé avec l'eau du bain parce que moi, je suis dans un milieu où est-ce que ma spiritualité basée sur la nature est dans un contexte d'écoféminisme où est-ce que je vois des gens qui travaillent vraiment pour que la spiritualité soit qu'il y ait un effet de reliance communautaire avec ça. Puis qu'on se connecte en soi, qu'on se connecte les uns aux autres, à la terre, que ça soit un retour à ces valeurs anciennes-là, mais les bonnes valeurs anciennes. Ouais, c'est celles qui nous rendent humaines et pas celles qui nous assujettissent à perdre
notre liberté, en fait. Là. Ah oui, puis ça doit être choquant, tu sais, pour quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là, d'entendre des bribes d'informations mises hors contexte et justement utilisées pour ajouter à la propagande, à toutes ces valeurs-là, comme on les a nommées, là, d'extrême droite et tout ça. Ça doit être assez choquant parce que c'est ça qui fait le buzz, ces réseaux sociaux. Ben oui, c'est ça qui pogne. C'est viral, tu sais. Ben c'est ça. Fait qu'il y a comme pas de contrôle. Exactement. Puis, tu sais, ça fait en sorte qu'après, les gens qui critiquent la spiritualité le font baser sur ce qu'ils ont vu passer sur les réseaux et non pas sur les gens qui ont les 2 pieds dedans depuis des années puis qui font ce travail-là de partager une spiritualité qui est saine, qui est inclusive puis qui est vraiment nourrissante. Tu sais, j'ai vu des gens récemment critiquer le New Age en ligne puis j'étais comme, mais tu sais même pas c'est quoi le New Age. Même moi, tu me dis New Age, je suis pas trop sûre à quoi tu fais référence. C'est un parapluie énorme. Qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui est pas dedans? Il y en a qui disent que le New Age, c'est un peu comme, tu prends un petit peu de toutes les spiritualités, tu prends ce qui fait ton affaire, tu laisses le reste, mais il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune morale basée là-dessus. Ça dépend laquelle. Encore là, le New Age, ça fait référence à quoi, au juste, tu sais? Mais tout le monde a de l'opinion. Ouais. Et je veux dire, en ce moment, on a une opinion, tu comprends? Absolument. Enfin, nous aussi, on a une opinion qu'on dit dans un micro, mais c'est que là, tout le monde a une opinion, comme avant peut-être, mais à ça, t'ajoutes justement les canaux de diffusion qui se sont multipliés. Donc, tout le monde a accès à ça. Puis c'est pour ça qu'on voit, j'ai l'impression, des gens comme là, le classique qu'on entend souvent, mais tu sais, des Andrew Tate de ce monde, là, qui ont une communauté, qui ont une tribune. Puis moi, dans ma tête, je suis flabbergastée, tu sais, parce que ça n'a pas de bon sens. Mais après, tu vas chercher les gens qui croient en ça. Ça crée des canaux très, très nichés, très précis, spécifiques. Puis ça fait qu'on utilise des termes qu'on comprend pas, en fait. Oui, bien c'est même, ça. Moi, souvent, les gens vont m'associer au New Age, puis moi, je me considère pas du tout comme faisant partie du New Age. Ah, puis tu me parles de New Age, puis moi non plus, je sais pas trop exactement c'est quoi, là, tu sais. Mais tu sais, New Age, c'est souvent... En fait, c'est des valeurs chrétiennes ressassées. Je comprends. C'est vraiment ça. Tu sais, c'est cette idée un peu de transcender le corps. C'est très love and light. Souvent, il y a des gens qui vont dire... là, on s'en va ailleurs, mais qui canalisent des messages de code, de lumière. Tu sais, pour moi, ça, quand on est dans Atlantis, les Plénéades, je sais pas trop, toutes ces affaires-là, ça, c'est les choses qui résonnent moins avec moi. Je comprends. Qui sont, selon moi, plus New Age. Puis moi, je me reconnais pas du tout là-dedans. Mais qu'on s'associe là-dedans, t'es comme, ben voyons. Parce que c'est un énorme fossé, le New Age, dans lequel tout ce qui est spirituel, on le met là-dedans. Ouais. Puis encore là, spiritualité, ça peut être l'islam, ça peut être la religion chrétienne. Tu sais, la spiritualité, c'est juste la quête de sens, là. Le bouddhisme aussi en fait partie. C'est comme, il y a quelque chose de spirituel à t'asseoir avec ta famille puis à avoir une conversation, là. Ça peut être vraiment ordinaire, vraiment de base, puis ça peut être très concret aussi, la spiritualité. Moi, ce que je fais, c'est une forme de spiritualité. Donc, c'est d'aller, comme on l'a dit, d'aller choisir des gens qui nous ressemblent, oui, mais aussi d'aller vérifier que ce ne soit pas des présumés gourous comme des nommés, mettons. Oui, puis tu sais, c'est difficile. J'aimerais ça pouvoir faire un genre de petit guide d'autodéfense de comment on fait pour les reconnaître, ces gens-là qui sont problématiques dans le milieu de la spiritualité, parce que j'en vois beaucoup. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des petites recettes miracles. Là. Je vais te régler ça avec une bonne routine matinale. Tous tes problèmes et tes traumas vont être guéris. Genre, alerte, là. Un peu la classique, les personnes, tu sais, je pense que c'est encore d'actualité, mais ça l'était beaucoup, peut-être 2010, là, tu sais, la fameuse petite pilule qui va te faire maigrir, le classique miracle. Là. C'est ça. Le jus vert qui va te faire devenir la personne la plus en forme et en santé un petit au jus monde. de céleri pour plus que tu aies le cancer. C'est comme, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement trop beau pour être vrai. T'sais. Je comprends. Fait que, tout en nuances, mais encore là, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations très vulnérables. L'accès à la santé mentale ou à l'aide thérapeutique est super difficile. Fait qu'on se tourne vers ça, à quoi on a accès, tu sais. Absolument. Fait qu'il y a des gens qui en profitent de ça, puis il y a des gens, je crois sincèrement, qui n'ont pas de mauvaises intentions. Je pense qu'il y a des gens qui sont habités de bonnes intentions, mais qui ont un petit peu des égos démesurés, peut-être un complexe du sauveur mélangé avec peut-être des idées de grandeur, puis qui pensent qu'avec ce qu'eux y offrent, ils peuvent changer le monde, tu sais, ils peuvent changer, ils peuvent guérir les gens, puis je pense que toute personne vers qui on va pour la spiritualité ou pour être inspiré spirituellement doit faire preuve d'humilité.
On doit sentir ça chez la personne, sinon... faut vraiment faire attention, je pense. Faut qu'il y ait une petite cloche qui sonne, ouais, justement, vraiment. pour qu'on soit un peu plus mis en garde. Oui, je pense que oui. Je comprends. En t'écoutant parler, on se doute que la petite clochette, on l'entend pas quand on consomme ton contenu, Ben, j'espère. quand on t'écoute, quand on lit tes ouvrages. Puis si ça sonne, écrivez-moi. Pour vrai. Je veux le ça savoir. Sonne, oui, comme je suis super ouverte à me faire dire comme, hey, ce que tu dis ici, tu sais... peut-être vois cette perspective-là. Tu sais, j'ai eu plein de conversations super enrichissantes au fil des dernières années avec des gens qui me suivent, puis je suis pas fermée à ça. Je pense pas que j'ai raison sur tout. J'ai plein d'angles morts, puis j'en suis consciente. Mais tu parlais d'humilité, c'est exactement ça en ce moment. Ouais. C'est ça que tu nous montres. Mais en même temps, c'est pas humble de dire que je suis quelqu'un d'humble. Ça fait bizarre. Comme... Non, mais tu t'es pas autoproclamé humble, là. Mais je comprends. Puis après, ça doit être... Ce n'est que nuance. Oui, exactement. Fait qu'il faut regarder, il faut s'informer, il faut visionner, il faut consulter des ouvrages qui ont bien de l'allure. Je dirais, si, admettons, vous êtes en ligne, vous écoutez quelqu'un, puis vous vous demandez, hey, on dirait que je fais le bizarre quand je l'écoute, cette personne-là, il y a une petite cloche qui sonne, mais je suis pas sûre. Faites confiance. Genre, si vous avez un doute, faites confiance en votre doute, puis gardez ce doute-là, gardez un certain degré de méfiance est pas fou à conserver. C'est bon, ça. Ouais, c'est ce que je prescris. En tant que sorcière. Voilà, prescription. Pour terminer, Vanessa, les gens qui voudraient justement te suivre, lire ton livre ou juste rester à l'affût de tes projets, on peut faire ça à quel endroit? Sur Instagram, c'est pas mal la plateforme sur laquelle je suis la plus active. Je suis nouvellement sur YouTube. Mon podcast est maintenant en format vidéo sur YouTube. J'essaye ça. C'est pas facile, mais écoutez, j'essaye. On s'habitue. Oui, c'est ça, je me dis. Je vais m'habituer. Sinon, TikTok aussi, je suis là. J'ai une infolettre aussi pour ne rien manquer si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. J'ai mon site web aussi où est-ce que je donne des cours de yoga en ligne à tous les mois basés sur l'astrologie, fait qu'à chaque nouvelle lune. J'ai une formation qui s'en vient à l'automne 2025 pour... c'est comme une école de sorcière, un petit peu, pour comprendre les bases du travail énergétique, de la visualisation, de comment on fait des rituels. Puis c'est pas mal ça. Il y a peut-être plein d'autres choses qui vont arriver. Puis sinon, Rouge FM, je suis là aussi. À Rouge, tu fais des chroniques. C'est-tu juste les jeudis? C'est les mercredis. Les mercredis. Pourquoi mais là, ça va changer de timing pour l'été. Okay. Bon, on reste à l'affût. Oui. Mais tu vas rester là, on va pouvoir t'entendre à la radio. Oui. Tout ça, là, tu nous as nommé site web, Instagram, TikTok, c'est avec, j'imagine, ton handle Vanessa DL. Vanessa DL sur Google ou n'importe quel moteur de recherche plus éthique que celui-là, vous allez me trouver. C'est super. Puis pour ton livre, j'imagine, dans toutes les librairies, pas mal. Oui. Ah, c'est super. Oui, leslibraires.ca, idéalement, la meilleure place où se procurer le livre. Oui, c'est québécois, hein? Oui, absolument. On encourage local, tout le monde. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente. Ouais. J'ai hâte déjà de réécouter cet épisode-là pour travailler les extraits et tout ça. Puis je suis convaincue que les gens vont avoir aimé notre discussion. Ben merci à toi pour ton accueil puis pour tes aptitudes d'intervieweuse hors de ce monde. T'es super bonne. T'es sur ton X, toi. Ben, merci! Ouais. Mon Dieu! Si tu savais comment ça me fait plaisir. J'apprécie vraiment. Puis avant de te quitter, je te laisse une carte cadeau de chez Normandin. Tu vas pouvoir aller manger... As-tu des petits timés là-bas? Non, même pas. Mais c'était pas ça qu'il y avait avant chez Normandin? Peut-être. Je sais pas, mais en ce moment, ils ont une guédille au homard pour le menu d'été. Ben, moi, je vois une pizza ici, puis ça me parle. Hein. Les pizzas sont vraiment bonnes. Ça va être une pizza. Donc, à essayer. Vendu pour la pizza du Normandin. Puis je répète aux gens qui ont un 20% de rabais avec le code franchement 20. Donc, gênez-vous pas de l'utiliser. Pour ceux qui découvrent le podcast, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous invite à commenter, aimer, partager aussi cette vidéo-là ou cet épisode-là, tout simplement, si vous l'écoutez à l'audio, à votre entourage, si ça vous a parlé. Ça me fait plaisir de voir que, justement, mon contenu, il parle à des gens, tu sais. Je veux pas, on fait ça dans la vie. C'est le fun de voir que les gens interagissent. Donc, gênez-vous pas aussi de me laisser un petit mot. J'aime ça vous lire. Je pense que on va conclure ça maintenant. On se dit-tu à la prochaine? À la prochaine. À la prochaine.